Bonjour à tous et merci aux organisateurs de ce colloque virtuel sur le thème du droit face au Covid-19. Je vais vous proposer une contribution sur un thème de droit international des droits de l'homme et plus particulièrement sur la question du droit au retour face à la fermeture des frontières dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Donc il est facile de constater en lisant la presse que l'un des problèmes créés par cette fermeture des frontières internationales a été celui du sort des nationaux à l'étranger qui souhaitaient rentrer mais qui n'en avaient plus forcément la possibilité. Donc ici il faut distinguer deux cas de figure, le cas des nationaux, le cas majoritaire des nationaux qui souhaitaient rentrer, qui souhaitent encore rentrer mais qui ne peuvent pas le faire pour des raisons matérielles, du fait par exemple de la limitation de plus en plus importante des vols commerciaux. Il faut distinguer cette première situation de la limitation légale qu'il a pu exister pour les nationaux de rentrer dans leur pays. Donc c'est notamment le cas par exemple du Maroc ou de Madagascar qui ont fermé leurs frontières à tout le monde sans exception pour leurs nationaux. Donc ces deux questions, et notamment ce cas d'un État qui interdit de façon pure et simple le retour à ses nationaux, pose la question de l'effectivité, de la réalité du droit au retour face au Covid-19. Donc le droit au retour est un droit qui est largement consacré en droit international général, donc il est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, également par toutes les grandes conventions régionales de protection des droits de l'homme, et il est également, selon de nombreux auteurs, garanti en droit international coutumier. Donc cette contribution peut paraître à première vue originale, puisque aujourd'hui le droit au retour est notamment lié à la notion de rapatriement pour les réfugiés et les déplacés internes, et on pense notamment au cas des réfugiés palestiniens. Finalement, cette contribution n'est pas si originale et elle constitue un retour aux sources du droit au retour, puisqu'à l'origine, il a été adopté dans un contexte de guerre froide, il était très lié à la fermeture des frontières et au cas d'individus pris isolément qui souhaitaient rentrer dans leur pays. Donc, à travers pour l'étude de ce droit au retour, je proposerai une dichotomie finalement assez classique. Donc, tout d'abord, une étude de l'étendue du droit au retour qui finalement montrera les limites de mon analyse dans le cas de la crise du Covid-19. Pourquoi ? Parce que l'étendue de ce droit est limitée et peut être encore plus limitée dans un contexte de crise. Cela ne m'empêchera pas de vous présenter finalement le régime du droit au retour, et en inversant un peu la logique, ce sera peut-être là l'intérêt principal de cette contribution, vous verrez qu'une crise mondialisée comme celle du Covid-19 qui est véritablement inédite, mais qui pourrait se reproduire, c'est ce que prévoient en tout cas certains analystes, amène à une réflexion justement sur ce droit au retour et sur une nécessaire évolution peut-être de son régime juridique. Donc tout d'abord un droit à l'étendue limité d'abord quant à ses bénéficiaires. Donc ici c'est une question classique qui n'est pas forcément liée au Covid-19 et sur laquelle je vais essayer de passer assez vite. Il faut savoir que si en droit régional des droits de l'homme, la protection du droit au retour est en général réservée aux nationaux, exception faite du continent africain, en droit international des droits de l'homme, dans les instruments internationaux de protection, le droit au retour est un peu plus ouvert, notamment dans l'article 12, paragraphe 4 du PIDCP qui consacre le droit au retour. Il est prévu que ce droit, que nul ne peut interdire, qu'on ne peut pas priver de droit au retour dans son propre pays, les ressortissants. Donc cette notion de propre pays définit finalement le champ des bénéficiaires du droit. Il est évident que cette notion de propre pays est plus large que celle des seuls nationaux, sinon elle n'aurait pas été adoptée. Maintenant, elle est très difficile à interpréter. Pour certains auteurs, cela incluait notamment les résidents permanents, mais en fait, le Comité des droits de l'homme a donné une interprétation beaucoup plus restrictive de cette notion de propre pays, qui fait qu'aujourd'hui, elle ne paraît guère s'étendre au-delà des nationaux, sauf dans des cas très particuliers. Ainsi, à la fois dans sa jurisprudence, dans ses décisions et dans son observation générale numéro 27 sur l'article 12, le Comité des droits de l'homme a renvoyé cette notion à une catégorie finalement hybride, pas
qui n'existait pas en droit international, hein, entre les nationaux et les simples étrangers. Et finalement, cette catégorie n'inclut pas forcément les résidents permanents, sauf peut-être dans certains cas très spéciaux. Et dans la première décision sur le droit au retour, elle exclut du bénéfice de ce droit un résident permanent, qui était là depuis ses 7 ans et qui était resté une trentaine d'années. Donc on peut voir que cette extension du droit international des droits de l'homme aux personnes qui considèrent que c'est leur propre pays, qui ont des liens avec ce pays, est finalement assez limitée. Et c'est un peu la première limite de ce sujet, c'est que ce droit ne peut pas être invoqué par les ressortissants permanents, par les résidents permanents avec difficulté, et alors pour les autres personnes avec encore plus de difficultés, voire une impossibilité véritable. Et quand on pense par exemple à la question véritable qui s'est posée au Canada, hein, dans un premier temps il y avait une fermeture des frontières pour tout le monde, sauf les nationaux et les résidents permanents, et ensuite finalement face aux réactions, à un rétropédalage du gouvernement et une ouverture également aux travailleurs temporaires et aux étudiants internationaux. Face à ces questions-là, dans le cadre de la crise du Covid-19, on se demande finalement si cette restriction aux seuls nationaux ou certaines catégories très spécifiques de résidents permanents n'est pas trop limitée. Donc cela est la première limite de ma contribution. La seconde limite est également très importante. Elle concerne le fait que le droit au retour n'est pas absolu, il peut y être dérogé. Donc à ce niveau-là, il faut étudier deux aspects différents du droit. Tout d'abord, et selon la lettre de l'article 12, paragraphe 4, ne sont interdits que les privations arbitraires du droit de retourner dans son propre pays. Donc finalement, à travers cette notion d'arbitraire, on peut estimer que les privations non arbitraires sont autorisées. Cependant, encore une fois, le Comité des droits de l'homme fait une interprétation très restrictive de cette idée de privation non arbitraire en estimant qu'elle ne peut survenir que dans des cas très rares. Elle lie cette notion d'arbitraire au caractère raisonnable de la mesure par rapport aux circonstances. Finalement, si on creuse véritablement dans les documents des Nations Unies sur cette question du caractère de la dérogation en rapport avec la santé des nationaux à l'étranger, on peut trouver notamment deux rapports d'une sous-commission sur le droit au retour qui abordent cette question. Et il semblerait essentiellement qu'il n'est pas possible, ou du moins qu'il n'est pas traditionnel, pour un État de refuser l'entrée de l'un de ses nationaux en raison de simples questions de santé et même en cas de maladies contagieuses. Ceci étant dit, ces interprétations sont faites, il semblerait, pour ce qui concerne des cas individuels, et dans le cas d'une crise plus large comme le Covid-19, elles sont peut-être moins pertinentes. Néanmoins, si on se prête au jeu et à ces interprétations restrictives, qui reprennent notamment les travaux préparatoires, il serait possible, par exemple, si on analyse le cas du Maroc, qui a très tôt fermé ses frontières, même pour ses ressortissants, également de Madagascar, il est possible de se demander si ces limitations, ces privations étaient raisonnables, puisqu'il aurait été possible, au moins au stade vraiment émergent de l'épidémie, de permettre aux nationaux de rentrer et de se mettre en quarantaine, comme cela a été fait dans la plupart des pays. Donc ça, c'est la première limitation, une possibilité de prendre des mesures de privation non arbitraire qui finalement se discutent véritablement, même dans le cadre d'une épidémie comme le Covid-19, et notamment par rapport aux mesures très très anticipatrices qu'ont pu prendre certains États. Maintenant, la seconde dérogation possible est beaucoup plus importante pour notre question, puisqu'elle concerne la dérogation générale de l'article 4 du PIDCP et la possibilité de déroger au droit au retour, comme à de nombreux droits du pacte, en cas de situation exceptionnelle qui porte atteinte à la sécurité de la nation. Donc ici, on ne va pas rentrer dans une analyse, encore une fois, c'est quelque chose de très classique en droit international des droits de l'homme, mais très clairement, et notamment à l'heure actuelle, quand la crise a pris une telle ampleur, il est évident qu'un État pourrait déroger, sur le fondement de l'article 4, au droit au retour. On pense notamment à la France, qui a adopté légalement un état d'urgence sanitaire, qui lui permettrait, au nom du PIDCP, de déroger au droit au retour de ses nationaux à l'étranger. Donc ces premières limites posées sur l'étendue du droit au retour, il est possible d'étudier maintenant le régime juridique
du droit au retour en droit international des droits de l'homme pour se demander si, en dehors de ces limitations, il serait possible pour un national de demander, d'exiger de son état de nationalité d'organiser son rapatriement, son droit au retour. Ça va nous amener à une étude déléguée LATA et on verra que le régime finalement demeure limité, et à une étude déléguée Ferranda et on verra que finalement la crise du Covid-19 peut mener à s'interroger sur la pertinence de faire évoluer le régime juridique du droit au retour. Donc, tout d'abord, et cette question a été... tout d'abord, est-ce qu'un national à l'étranger peut demander à son état de nationalité d'organiser son rapatriement? On a pu voir, rapporté par le Nouvel Observateur, ce témoignage d'une fille qui demandait le rapatriement de son père, bloqué dans un hôpital de campagne au Kenya et dans un état de santé très précaire, et qui invoquait et qui demandait à l'État d'organiser son rapatriement au plus vite. Finalement, est-ce qu'elle avait une base légale pour cette demande? On va voir qu'en droit positif, cela ne semble pas être le cas. Donc déjà, l'article 12, paragraphe 4 du PIDCP est formulé de manière négative, c'est-à-dire que l'État ne peut pas priver. Cela fait plutôt référence à une obligation d'abstention, une obligation négative de l'État. Néanmoins, le Comité des droits de l'homme a très rapidement estimé que de cet article 12, paragraphe 4, on pouvait déduire une obligation d'action de l'État, et notamment dans une décision Vaca contre Colombie, il a estimé que la Colombie avait violé l'article 12, paragraphe 4, en ne prenant pas les mesures en droit interne qui auraient permis aux ressortissants à l'étranger de revenir en toute sécurité sur le territoire colombien. Il y avait donc bien une obligation d'action de l'État colombien sur le fondement de l'article 12, paragraphe 4. Néanmoins, pour le cas du rapatriement, on se passe dans une situation un petit peu différente, puisqu'on n'est plus en état d'agir sur son territoire propre, mais qu'on est obligé d'aller agir sur le territoire d'un autre État, qu'on est obligé d'aller agir à l'étranger pour organiser un retour. Donc ici, la question se pose différemment, et notamment si on retourne aux travaux préparatoires du pacte international relatif aux droits civils et politiques, on constate que les rédacteurs ont mis une limite territoriale qui est présente dans l'article 2 du pacte, qui ne s'applique techniquement que sur les territoires de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'il était tout à fait impossible d'exiger à un État d'aller protéger les droits de ses nationaux à l'étranger pour des raisons tout simplement matérielles. Donc ici, il est très peu probable que les rédacteurs du pacte aient envisagé de lier les États à protéger le droit au retour par une action à l'international. Également, en droit international des droits de l'homme général, les cas où le PIDCP peut s'appliquer à l'international sont très limités. Il s'agit notamment des cas où l'État a un contrôle effectif sur les personnes à l'étranger, ce qui n'est évidemment pas le cas pour le rapatriement des ressortissants. Finalement, cette possibilité d'obliger un État d'agir à l'étranger pose également des questions, notamment sur le respect de la souveraineté des autres États, puisqu'il pourrait s'agir d'organiser une opération sur le territoire d'un autre État, même si c'est une opération qui n'est pas violente. Dans le cadre du Covid-19, il semblerait que les États n'aient jamais interdit véritablement les rapatriements, c'est-à-dire que même si les frontières sont fermées, ils autorisent des vols spéciaux pour ramener les nationaux. Néanmoins, si le contexte changeait, la question pourrait se poser du respect de la souveraineté qui, encore une fois, vient s'opposer à la reconnaissance d'un devoir de rapatriement de l'État. Donc finalement, cette question du devoir de rapatriement peut être liée plus largement à l'obligation pour l'État d'aller protéger ses nationaux à l'étranger, notamment la question de la protection diplomatique, qui elle-même connaît un grand débat juridique, puisqu'elle est traditionnellement un simple droit de l'État, et elle est de plus en plus théorisée comme un droit de l'individu que l'individu pourrait exiger auprès de son État de nationalité. Donc cette évolution de la protection diplomatique, de la protection des droits du national à l'étranger nous amène très rapidement à une réflexion prospective, déléguée Ferranda, sur peut-être une nécessaire évolution du régime juridique du droit au retour en droit international des droits de l'homme. Donc ce qui amène notamment cette réflexion peut être un constat, donc plus dans le droit cette fois-ci, mais dans la diplomatie, un constat fait notamment par Grager et Lindgren dans The Hague Journal of Diplomacy,
que la multiplication des crises internationales, des crises mondialisées et le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de nationaux à l'étranger va créer de véritables difficultés pour l'exercice traditionnel des manœuvres diplomatiques permettant le retour des nationaux. Finalement, on manque d'un cadre solide, d'un cadre juridique solide. Et dans le contexte d'une mondialisation toujours grandissante et d'une plus grande interconnectivité, on constate peut-être les limites d'une simple obligation politique et diplomatique du droit au retour notamment. Donc cette possible évolution du droit au retour peut être liée également donc à l'évolution de la protection diplomatique, je l'ai déjà évoqué, également à la possible création d'un duty of care, d'un devoir de l'État de protéger les droits de ces individus à l'étranger, avancé par certains auteurs. Donc j'aimerais ici notamment reprendre un appel qu'ont fait certains auteurs à une régulation internationale de l'assistance transnationale, de l'assistance à l'étranger, pour l'appliquer finalement au droit au retour. Et finalement cet appel à un nouveau cadre juridique du droit au retour a déjà été fait dans le cadre onusien par plusieurs rapporteurs spéciaux qui demandaient à adopter un protocole sur le droit au retour. Donc, tels pourraient être très rapidement quelques indices sur ce protocole. Il y a notamment l'idée d'une coopération d'abord, et qui peut être tirée de l'article 67, paragraphe 1 de la Convention internationale sur la protection des travailleurs migrants, qui impose une obligation de coopérer entre l'État d'accueil et l'État de retour pour organiser le retour du travailleur migrant. Obligation de coopération d'abord, également possiblement une répartition des rôles de l'État d'accueil et de l'État de retour, voire une obligation pour l'État d'accueil de permettre à l'État de retour d'organiser le rapatriement. Et à ce titre-là, si on envisage un régime juridique plus élaboré, on peut faire référence à la Convention de l'OIT sur le rapatriement des marins, donc dans un cadre évidemment beaucoup plus limité, mais un cadre juridique qui est véritablement prévu. Donc, pour résumer cette étude, le droit au retour face au Covid-19, finalement, en droit positif, ce droit au retour est très limité et les nationaux ne semblent pas pouvoir exiger de l'État en droit international une action positive à l'étranger pour organiser leur rapatriement. Néanmoins, la multiplication des crises et le constat d'une faiblesse du cadre juridique existant amène évidemment à la question d'une nécessaire évolution ou non du droit au retour pour permettre une protection effective des nationaux à l'étranger dans le cadre de crises mondialisées. Merci.